Enjeu géostratégique, la RDC face à un monde en pleine mutation, condamnation en appel de Vital Kamerhe, comprendre les dessous des cartes, affaire sénateur Matata Ponyo, que dit la loi? Monsieur et dames, John Chitende reçoit pour vous Maître Michel Kayongo, analyste politique et scientifique, et Mathieu Takizala, entrepreneur congolais, dans Pièce contre pièce, acte 25. Bienvenue. Merci de votre fidélité à ces magazines, c'est bel et bien pièce contre pièce. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition. Très heureux de recevoir comme annoncé, mais pour la toute première fois, Maître Michel Kayongo. C'est un analyste politique et scientifique. Maître Michel Kayongo, bienvenue dans Pièce contre pièce. Un grand merci, monsieur John. Sinon, vous allez bien? Je vais parfaitement bien. Vous vous sentez à l'aise? Très à l'aise. Merci d'être là. Merci. En face de vous, lui, il n'est plus à présenter, un habitué de cette tribune. Il s'appelle Mathieu Takizala, un entrepreneur congolais. Mathieu Takizala, comment vous allez? Je vous remercie, John. Vous savez qu'à chaque fois, quand vous nous donnez les honneurs d'être dans ce plateau, je me dis, il faut reconstruire la nation avec les idées et la science. Parce que c'est autour de la science et la technologie que la République peut être noble. Évidemment, vous vous rappelez que ça fait presque 6 décennies que la démocratie du Congo, que le transfert de pouvoir, en commençant par mutation coloniale et les responsabilités autochtones, les choses aujourd'hui s'empirent avec la mutation du monde. Mais tout à fait, vous gardez la parole. Non, vous gardez la parole parce que vous y êtes. Enjeu géostratégique, est-ce que la République démocratique du Congo, comment la République démocratique du Congo fait face à ce monde en pleine mutation? Non, mais vous savez, le 21e siècle fait que la nation, la force, c'est les actifs, qu'ils soient du côté professionnel ou du côté particulier, mais bizarrement, ce n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Le 21e siècle, c'est les infrastructures. La République démocratique du Congo est enclavée. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo enclavée. Est enclavée. C'est une nation positionnée de gauche à droite, c'est tout un problème. Or, que le pouvoir que nous avons remplacé, qui est le pouvoir colonial, les gens bougeaient à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Et puis aujourd'hui, quand vous regardez parmi les hommes, le maniant de l'affaire, le maniant de l'économie au niveau du continent, parmi les 10 milliardaires, la République démocratique du Congo est absent. Vous savez, le milliardaire en Afrique, il se retrouve plus au Nigeria, plus en Égypte, plus en Afrique du Sud, plus ainsi de suite. Et pourtant, dans les années 70, on était en avance avec des gens comme De Gaulle, et tout ainsi de suite, et Kindelo. Mais quand vous regardez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo vit la mutation du monde. La République démocratique du Congo est en retrait. Cela dit qu'aujourd'hui, aux intelligences collectives congolaises, de repenser, de travailler collectivement, de donner de sorte que la République revienne. Donc la République démocratique du Congo est en retard. Oui, on a pris presque des siècles dans ces pays. Vous allez voir que même le système éducationnel congolais est à refaire, parce que quand vous regardez la façon que nous formons le Congolais, l'unique case qui est restée pendant 4 décennies ici, c'était l'administration publique ou les institutions politiques. Mais bizarrement, à l'heure actuelle, avec Covid-19 qui nous dépouille encore, vous voyez que de plus en plus nous sommes en difficulté. Je vous dirais par exemple Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants, la couronne parisienne, c'est 12 millions d'habitants, avec un budget de 5 millions. Kinshasa, 20 millions d'habitants. Presque parce que. Où avez-vous mis ces chiffres? Oui, mais parce que le chiffre. C'est imaginaire. L'absence d'une statistique réelle économique. Et qu'est-ce qui se passe? On parle uniquement à un estimant des choses, en regardant une mutation qui s'est faite à la République démocratique du Congo, cher John. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, dans nos villages, il n'y a plus personne. Regardez la densité. Nous tous, nous sommes grandis ici à Kinshasa, ce n'était pas comme ça. Mais quand vous regardez les boutiques qui pilulent du bord de l'informel, quand vous regardez le mouvement des troupes de masse sur la ville de Kinshasa, c'est tout un problème. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, le politique de développement et le politique économique et le politique d'infrastructure est de plus en plus absent à la République démocratique du Congo. Et le capitaine d'industrie, comme à l'époque, je vous ai cité des aînés, qui avaient l'accompagnement de leur État, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Notre économie est entièrement par les communautés qui viennent d'ailleurs, mais bizarrement, les Congolais, ce qui le monte plus dans la tête, c'est l'adrénaline d'être député ou sénateur ou président de la République.
C'est uniquement ça. Or, quand vous ne contrôlez pas l'économie, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Vous voyez que le niveau des taux de la bancarisation des Congolais, les gens qui ont un compte en banque, elle est émiettée, l'épargne est quasi inexistant. Et quand vous regardez aussi le nombre de gens qui ont un bulletin de paye, n'en parlons pas, mais tous les États ont connu aussi des zones de turbulence comme la nôtre aujourd'hui. Ce n'est pas un problème spécifiquement congolais. Mais maintenant, il faut pas d'autoflagellation. Il faut qu'on travaille, parce que si nous disons que ce n'est pas un problème uniquement congolais, nous risquons de disparaître. Je vous rappelle que, John, l'Amérique qu'on appelle l'Amérique aujourd'hui, l'autochtone, ce n'était pas l'Européen qu'on appelle l'Américain. L'autochtone, c'est l'Indien aborigène qui recule de plus en plus que le mouvement économique qu'il n'arrive pas à contrôler. Et bizarrement, ceux qui contrôlent l'économie récupèrent l'espace, et c'est le cas aujourd'hui. Regarde le mètre carré de la place des Kalina, le mètre carré des plages bourgeoises congolaises, qui est aujourd'hui dans un mètre. Donc c'est ça le vrai problème de la grande problématique. Et puis quand on pèse dans les États du monde, c'est l'épaisseur de l'économie. Mais bizarrement, l'économie congolaise est à dépouiller. En tout cas, Maître Michel Kayongo, vous l'avez attentivement suivi, et d'après Mathieu Takizala, face à cette mutation mondiale, la RDC ne se retrouve pas, elle ne fait qu'accumuler du retard. Êtes-vous de cet avis? Merci, M. John. Je ne peux nullement pas contredire M. Mathieu, parce que, au regard même des agrégats économiques, nous allons tous constater que la RDC n'atteint même pas un budget comparable à d'autres sujets. La RDC a un budget. La RDC, disais-je, a un budget qui est en descente de 5 milliards de dollars. Pas de budget factice que nos gouvernements sont en train de publier. Un budget médiocre. Un budget médiocre. C'est ce qui est anormal, c'est ce qui ne favorise pas en sorte que notre économie soit boostée de l'avant. Il est vrai qu'avec le président de la République, le gouvernement Sama Lukonde, on a parlé de la gratuité de l'enseignement qui est le cheval de bataille du président de la République. Ceci pour remettre à niveau la population congolaise. Moi, je me dis que c'est faux, c'est anormal. Parce qu'il y a certains auteurs, entre autres Galilée, qui dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Comment est-ce que vous voulez donner une science, vous voulez accorder la science et la vertu aux enfants, mais qui sont en famille? Est-ce que cette transmission de cette vertu aura sa place d'être? Ventre affamé n'a pas d'oreille. Je me pose hautement des questions. Il peut y avoir la gratuité de l'enseignement. On peut crier haut et fort aux oreilles de quiconque veut l'attendre. Qu'on a la gratuité de l'enseignement, on est en train de booster l'économie de notre pays, mais la gratuité de l'enseignement seule ne suffit pas. Il faut donner aux Congolais à manger et à boire. Le panier de la ménagère doit être revu de telle sorte que le Congolais moyen puisse vivre décemment. Vous avez dit. J'ai dit l'essentiel. Ça nécessite une réaction? Bon, vous savez, il n'y a pas une nation au monde où on accorde les gens à manger. Donc, le politique étatique de tous les États du monde, c'est chercher des voies et moyens que les gens puissent avoir une occupation salariale. Et le politique étatique de tous les États du monde, c'est le déplacement des gens. Il faut regarder pendant presque 20 ans ou 40 ans en démocratie du Congo, le chemin de fer est quasi inexistant à l'heure actuelle. Donc, normalement, le déplacement des grandes mégapoles, Kinshasa, c'est parmi les 3 grandes mégapoles africaines. Quand vous prenez Lagos, quand vous prenez le Caire et Kinshasa, qui est en 3e position. Avec ses problèmes. Oui, mais avec ses problèmes, mais sauf que les autres commencent un peu à monter en maturité, en gamme. Parce que le déplacement, aujourd'hui, quand vous regardez, il n'y a que l'automobile qui est resté comme le socle pour bouger des Congolais à l'intérieur de nos villes. Et même la partie fluviale, nous ne l'exploitons pas d'une façon professionnelle, uniquement avec des pirogues, avec quelques bateaux où les sociétés dans la mer est de plus en plus difficile. Je pense que les investissements ont pris un coup de fouet à la démocratie du Congo. Et surtout, l'investissement en termes d'accompagnement. Nous sommes en période de crise, cher John. Vous devez savoir que la crise actuelle est comparable à la crise du 29. Ça signifie que quand vous êtes en période de crise en tant qu'économiste... Ah, 1929. Oui, c'est une crise qui est vraiment fatale, qui est gravissime. Non, mais c'est pas quand même comparable, oui, mais Mathieu Takizala. Non, mais parce que... Pas des fausses alertes. Non, c'est pas une fausse alerte. Le problème est que le frein
que cette crise a causé aux économies, même majeures, et n'est pas négligée. Et jusqu'aujourd'hui, il continue. Il y a encore une troisième variante qui est en train de taquer. Mais quand vous voyez, depuis mars dernier jusqu'à aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a même pas réinjecté un plan de relance des activités. Au moment où même avant la crise de 29, avant la crise de mars dernier 2020, les économies, surtout la partie essentielle qui sont de PME et des petites et moyennes entreprises, n'ont jamais été financées et ni compris en République démocratique du Congo. Or, quand vous observez toutes les économies majeures du monde, ce sont le PME et les petites et moyennes entreprises qui permettent pour créer une fourchette de 90% d'emplois. Mais bizarrement, le PME en République démocratique du Congo débrouille et puis l'informel récupère presque la part des échanges commerciaux ou des échanges économiques. Alors, que faut-il faire? Donc aujourd'hui, je pense faut-il formaliser l'informel? Maître doit comprendre que les États, et même la Chine communiste, il a cherché d'abord à mettre la population en mouvement. Et pour mettre la population en mouvement, il faut avoir des entreprises. Et je vous informe que le nombre des entreprises qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo est inférieur aux entreprises qui étaient en 1970. Nous avons régressé. Or, le nombre, la démographie congolaise est en train d'accroître. Vous comprenez, en 1970. Dangereusement. Donc, la démographie est en train d'accroître. Or, normalement, le politique public devait aller dans le sens de comprendre les entrepreneurs, de travailler avec les entrepreneurs. Je donnerai l'exemple, par exemple, l'homme riche d'Afrique qu'on appelle aujourd'hui, Aliko Dangote, a été compris par son homologue qui était politique, le président Obasanjo. Parce que quand Obasanjo arrive, après, c'était les années 78 et tout ça, ainsi de suite, qui était la guerre de Biafra, il y a eu beaucoup d'instabilités au niveau du Nigeria, socio-économique, socio-politique, socio-administrative. Mais le président Obasanjo qui dit non, moi je dois travailler avec des politiques, mais je dois trouver aussi des Congolais qui sont, les Nigériens qui seront capables de créer des entreprises et de donner l'emploi et de créer une valeur ajoutée chez eux. Mais bizarrement, nous sommes là. Comment un grand pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, les entrepreneurs tels que moi qui est en face de vous, nous n'avons ni du contractuel ni la compréhension de notre État. Et c'est pour cela les intellectuels de la République démocratique du Congo doivent commencer maintenant à peser sur l'espace public en disant ce qui est dangereux pour la paix sociale et la paix, la sécurité dans la République démocratique du Congo, c'est l'absence de l'occupation de cette masse. Parce que c'est le chômage. On ne peut pas offrir aux gens à manger. Le resto du Caire, non. L'autonomie d'un individu, c'est d'avoir une formation et puis de trouver un employeur qui paie le berger. Bizarrement, on a fait presque 60 ans en République démocratique du Congo, l'employeur était uniquement l'État ou les institutions électives. Mais cela n'a pas donné une grande gage à la République démocratique du Congo. C'est pour ça la supériorité. Il y a d'autres États au monde, on parle peu de budget. On parle plus du fonctionnement de l'État. Parce que le budget, normalement, si vous avez une économie prospère, regarde par exemple, entre le bloc atlantique et le bloc soviétique, politiquement, idéologiquement, ils sont séparés. Mais vous allez voir qu'au niveau géopolitique ou géoéconomique, tous les Européens dépendent de la Russie au niveau de ce qu'on appelle gaz. Donc ça signifie que l'économie travaille. Or, du côté congolais, l'économie est négligée. L'économie est restée uniquement sujet des amphithéâtres. Au lieu que ça soit une intelligence collective chez les Congolais. On ne parle pas beaucoup politique. Et pour économie, on passe notre temps à parler politique. Mais oui, mais vous êtes un journaliste averti. Vous êtes aussi analyste, cher John. Vous regardez l'espace public congolais. L'économie recule. Non, mais plus justement, faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. John, ça c'est... Il faut commencer par parler politique. John, ça ce sont des récitations où ça n'a jamais même créé quelque chose. Ça révolue. Non, mais il faut avancer, nous sommes en plein 21e siècle. Ça signifie que celui qui peut prétendre à faire la politique, lui-même, il doit être quelqu'un qui a déjà bossé et qui a l'expertise à donner sur l'espace public. Parce que la politique, elle est sectorielle. On ne peut pas dire parce que j'ai fait du militantisme et bizarrement, quand on me nomme et je deviens politique. Non, c'est faux. Ça signifie qu'autour des grands politiques du monde, vous allez voir qu'il faut avoir et des scientifiques, et des ingénieurs, et des entrepreneurs, et des juristes capables à transformer leur État. Mais chez nous, aujourd'hui, nous faisons des slogans en disant « la politique précède ». La politique ne peut pas précéder parce que tout acte, elle est économique. Lorsque vous allez aux campagnes, déjà, si vous n'avez pas le moyen de locomotion, comment vous allez faire campagne? Si vous n'avez pas de t-shirt, mais c'est l'économie. Lorsque vous imprimez les idéologies politiques sur l'espace public, qu'ils soient en trac, qu'ils soient en quoi, c'est l'économie. C'est vu que l'économie, lorsqu'elle est négligée, automatiquement, la politique ne peut pas avoir un socle.
Tout à fait. Je crois même que ça ne vaut pas une réaction ça ne vaut pas de débat. Voilà. Ce sont des arguments qui sont on hautement évolue scientifiques. maintenant, on évolue. Que je ne peux que concéder parce que je suis devant un éminent scientifique. Maître Michel Kayongo, analyste politique et scientifique, on évolue. Nous revenons maintenant sur l'actualité en République démocratique du Congo. Ça reste dominé, il faut le reconnaître, par la condamnation en appel de Vital Kamerhe de 20 ans à 13 ans. Vous êtes juriste, votre lecture? Merci, John, de m'accorder cette opportunité pour commencer. Je ne commence pas au niveau d'appel parce que le dossier Kamerhe Vous voulez remonter les temps. ne vient pas seulement en appel. Le dossier Kamerhe a été jugé au premier degré, dont on commence avec l'instruction préjuridictionnelle au parquet général de Matete. C'est là où je dis, John, que le professeur Luzolo n'a pas tort. Le professeur Akele Adaou n'a pas non plus tort. Qu'est-ce que disent ces grands éminents professeurs d'université? L'un dit, dis-moi comment fonctionne votre justice, je vous dirai la température de votre démocratie. Et l'autre renchérit en disant, l'ennemi j'irait de l'arbitraire, la procédure est la sœur jumelle de toutes les libertés. Pourquoi j'ai évoqué ces deux auteurs? C'est parce que je trouvais dans des auteurs congolais. C'est parce que je trouvais que dans le dossier Kamerhe, on a empiété sur les règles processuelles. Lesquelles règles sont appelées le droit de procédure pénale en République démocratique du Congo. On commence à quel niveau? Je me situe d'abord sur la phase préjuridictionnelle. Je vous ai dit que c'était au parquet général de Matete. Au parquet général de Matete, les inculpés ont été entendus. Les inculpés ont soutenu avoir perçu régulièrement de l'État congolais les différentes sommes. Pour la première tranche, voulais-je dire, c'était 4 800 et quelques mille de dollars. Et la seconde tranche, c'est 2 800 000, si jamais je me trompe sur les chiffres. Et ils disent avoir régulièrement, quand je dis régulièrement, conclu avec l'État congolais, et commencé à exécuter les travaux. Et en avançant petit à petit, Sami Djamal va arguer devant le procureur général que les travaux en construction ont commencé au Kantiati et il y a certains meubles qui sont au port de Lobito et ainsi à Matadi. Qu'est-ce qu'un magistrat, qu'est-ce qu'un juge d'instruction sérieux devait faire à cette phase? C'est de commettre un magistrat rogatoire, c'est de faire une commission rogatoire. On ne peut pas d'emblée se réveillant de ce soir dire non, ces audiences n'existent pas à Lobito. On ne peut pas de ce soir dire que ces audiences réellement existent ou pas, non. Imaginez. Il faut commettre un magistrat rogatoire, demander au juge d'Angola, au juge d'instruction d'Angola, ce qu'on appelle le magistrat du parquet ici chez nous. Chers collègues, voudriez-vous m'aider à voir si les objets tels que renseignés se trouvent chez vous en Angola? Et ce juge de la commission rogatoire répond au parquet pour savoir si oui ou non ces objets existent. Malheureusement, le juge d'instruction, ce qu'on appelle le magistrat chez nous, le juge d'instruction c'est en France, les magistrats du parquet, est allé dans la précipitation. Monsieur John, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas confondre la précipitation et la célérité. La célérité voudrait dire que les règles processuelles ont été observées, mais dans un court délai. Avec diligence. La précipitation veut dire embrigader les règles processuelles. C'est ce qu'a fait le parquet général. Il ne nous dit pas. Et cela reste nié. Mais Maître Michel Kayongo, où est-ce que vous voulez en venir? Je finis, John.
Dans cette irrégularité processuelle, il ne commet pas les juges rogatoires. Le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe demande au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe à faire fixer les dossiers devant le tribunal de grande instance dans cette irrégularité. Et qu'arrivé devant les juges, je ne suis pas ni l'avocat de Samir Djamal, encore moins de Vital Kamere, ou encore de Mouima. Non. Mais je suis ici en train de décortiquer les jugements tels que prononcés par ces juges et les exceptions qui ont été soulevées par les grands avocats. L'avocat de Samir Djamal et de Vital Kamere, ces avocats soulèvent l'exception d'inconstitutionnalité devant ces juges. Cette exception a été soulevée devant les juges, mais que curieusement, au regard de l'article 162 de la Constitution, qui stipule que lorsque l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée devant les juges, soit par voie de requête ou voie d'exception, les juges de fond saisis fait quoi? Ils s'assoient à statuer et saisir qui? Les juges constitutionnels qui connaissent de la constitutionnalité de loi. Que curieusement, par l'hérésie juridique, les juges du fond au premier degré ne sursoient pas, mais se rogent le droit de répondre. Il n'est pas le juge constitutionnel. Donc, bref, Vital Kamere se retrouve derrière les barreaux en violation flagrante de la procédure. À violation flagrante de la procédure. Oui. Par conséquent, il peut saisir la cassation. Je suis en train de monter, parce que M. John. Je ne suis pas là. Ça, c'est un conseil que je donnerai aux avocats de Vital Kamere parce que ceci a des répercussions politiques. Oui, on reviendra. Non, je reviens à vous pour ces répercussions politiques. Le temps de prendre Takiza, là, c'est vrai qu'on nous a plongé dans les méandres des droits, mais vous êtes un fin politique. La condamnation de Vital Kamere et compagnons, ça vous inspire quel commentaire? John, nous tous là, nous sommes sur l'espace public. Vous savez, les affaires judiciaires, nous devons faire attention, surtout pour les hommes publics. Et les hommes publics, ça descend vite. Et nous ne sommes pas le premier pays au monde où on voit que les hommes qui ont occupé l'espace public descendent. Vous connaissez l'affaire de 2806, Sofitel, avec le puissant directeur général de FMI, Dominique Strauss-Kahn, économiste de son État, professeur d'université, et puis politique de haut rang, qui pouvait accéder à la magistrature suprême de la République française. Même les grands DG Carlos. Donc la vitesse des institutions judiciaires, ce n'est pas aux hommes d'interpréter, mais c'est aux professionnels d'interpréter. Je pense que le sujet de notre compatriote est au main de la justice, et la justice a sa façon de faire des choses, il regarde les éléments qu'il a. Il faut que nous respectons, parce que si nous voulons le développement et puis démocratique du Congo, nous devons respecter vraiment. Non, mais vous êtes un politique. Donc, non, écoutez, un politique ne vous exonère pas. Non, c'est-à-dire que est-ce que cette condamnation vient donner un coup de canif fatal à la coalition, à l'alliance INC-IDPS, INC, John, Union sacrée de la nation. John, les alliances politiques, c'est fait, ça s'est défait. Je vous dirais par exemple, en France, l'alliance qui s'est fait entre le président Macron et Bayrou, comment ça s'est défait? Lorsque vous êtes politique et que la justice... Donc vous voulez dire en politique, tous les coups sont permis. Mais si vous êtes même au-dessous de la ceinture. Si vous êtes politique, il faut faire extrêmement attention de ce qui est la façon dont vous fonctionnez. Vous imaginez quelqu'un qui était directeur général d'une institution prestigieuse du monde qu'on appelle FMI. Et il a assumé, il a bien travaillé, ainsi de suite. Mais lorsque la justice avait besoin de M. Strauss-Kahn, il l'a récupéré. Donc, qui ce soit le statut social... Mais cette justice ne doit pas non plus être instrumentalisée. Non, écoutez, John, regardez le problème, c'est quoi? Donc, il ne faut pas... Lui ne vous avait pas interrompu. Cette chanson-là, il faut que nous puissions monter en maturité en démocratie du Congo. Ça signifie que les Congolais veulent le bonheur de l'espace public,
Mais lorsque les institutions interprètent la façon que nous fonctionnons, nous commençons à trouver un sorcier. Non, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, le dossier de notre compatriote est aux mains des institutions judiciaires. Et s'il y a de pièces neuves à fournir dans ces dossiers, et il faut les déposer. Ça ne sert à rien de faire de sorte comme si la justice congolaise ne fait pas son travail. Donc, nous devons analyser d'une façon pragmatique et d'une façon scientifique de la chose. Et il faut savoir que lorsque vous êtes un politique, ça va vite. Donc, les grandes personnalités, comme vous êtes là, devant l'espace public, il faut faire toujours attention de ce que vous faites parce que ça peut chambouler et ça descend vite pour les grandes personnalités. Donc, c'est ce qui se passe. Mais moi, ce que je trouve aberrant, en République démocratique du Congo, nous sommes en période de crise économique très, très importante. Regarde ce qui vient de se passer au niveau de l'Israël. Lénine vient de partir. Netanyahou vient de partir. La tête haute. Hein? Vient de partir et il est resté pendant longtemps au pouvoir. Vous savez, on remplace qui? Avec une alliance politique. Un homme d'affaires brillant. Un homme d'affaires brillant comme Premier ministre parce que pour donner un autre électrochoc à la société israélienne. Donc aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons de sérieux problèmes. À un moment, il faut que les Congolais fassent profil bas pour comprendre que nous n'avons pas tant d'amusement ici. Les juridictions sont sur la place de Kalina. S'il y a des pièces neuves pour le dossier, notre compatriote qui a été sanctionné, il faut fournir. Respectons les institutions judiciaires. Faisons pas le travail de la justice dans des plateaux de télévision. Maître Michel Kayongo, vous m'avez précédé. Vous voulez maintenant aborder l'angle politique. Vital Kamerhe. Je n'ai pas encore fini, John, parce que je dois... Vous réagissez, et puis vous faites maintenant une lecture politique. À ce que venait de dire mon contradicteur, que je respecte infiniment. Monsieur Mathieu, la justice à laquelle on doit faire confiance doit être une justice saine. Saine. Ce n'est pas une justice politisée. Ah bon? Ce n'est pas pour rien que John Locke, c'est parmi les auteurs qu'aime le professeur Mbata, il a donné un principe, je cite le principe de check and balances. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Le pouvoir n'arrête le pouvoir que dans les États normaux, pas comme le nôtre. En République démocratique du Congo... Là, vous nous plongez directement au Sénat. Hein, en République démocratique du Congo, nous avons des institutions. Non, l'appareil judiciaire, il y a le pouvoir, ça s'appelle le pouvoir judiciaire. C'est une institution de notre pays. Ici, je suis encore en train de décortiquer pour ce qui concerne le pouvoir judiciaire. J'étais en train de dire, nous ne pouvons pas avoir des institutions qui répondent au désirata du pouvoir exécutif. J'ai un jugement, le jugement de procès de 100 jours. Je vais vous le passer après ici. Vous allez comprendre lorsque vous faites l'analyse scientifique de ce jugement que c'était un jugement dont même le juge qui a prononcé était à peine même de motiver. On reconnaît l'auteur, on reconnaît la valeur d'un jugement que par sa motivation. Quelque part là, lorsque je lisais le 33e feuillet, j'ai compris que les juges avaient fait une chute libre. C'est ce qu'on appelle en droit l'insuffisance des motivations. Les juges n'étaient pas capables de donner une motivation par rapport à son argument. Il vous dit ceci. L'on a versé par la Banque centrale une somme de 48 millions de dollars américains. 2 jours après, M. Samish Jamal passe à la banque pour le retirer. Et ceci est un motif valable pour soutenir qu'il y a un détournement parce que dans un laps de temps, M. Samish Jamal est allé à la banque et la manière dont il avait passé le virement pour la commande de maisons préfabriquées n'est pas justifiée. Et c'est un détournement. Bref, c'est un procès politique. C'est ce que vous voulez soutenir. Les juges soutiennent que ceci est constitutif du détournement. J'ai même paraphé là, je dis, les juges ont fait une chute libre. Je parlais de l'insuffisance des motivations. Lorsqu'il y a insuffisance des motivations, lorsque la motivation est erronée, tout ceci conclut en quoi? À l'absence de motivation. Ce que moi j'aurais aimé dans le procès Kamerhe,
que le juge nous dise qu'il a commis des experts qui sont descendus à Kantiachi parce que le général-major avait prétendu qu'il y a des avancées, on est en train de construire et il y a 221 maisons sur 300 maisons qui devraient être construites, qui sont déjà érigées à Kantiachi. Mais vous pouvez nous épargner du détail. Combien ont valu ces maisons? Et combien a été détourné? Combien de maisons préfabriquées sont à l'Obiki? Alors, réunissant tous ces éléments, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux avocats de M. Vital Kamerhe? M. John, Vital Kamerhe a des grands avocats, des éminents avocats. En tout cas, les carottes ne sont pas encore cuites. Hein. Non, non, moi je veux leur conseiller, rien ne sert à aller avec ce procès d'une manière précipituelle. Qui n'aille pas à la cassation? Cassation, oui, mais à quel moment? Pour moi, je ne voudrais pas que la seule munition qui reste pour la défense de Kamerhe soit utilisée à ce moment ici. Parce qu'une fois qu'il sera, que cette condamnation sera confirmée en cassation, ils n'auront plus une voie de recours. Là, les carottes sont cuites. À exercer pour ce qui concerne. Donc il faut éviter la cassation. À quel moment, pas éviter, à quel moment faudra-t-il exercer cette voie de recours? Moi, je conseille à Kamerhe et à ses avocats d'exercer cette voie de recours après 2023. Après 2000, mais pendant ces temps, avaler la pilule. S'il va s'efforcer, oui, au lieu de tenter sa dernière chance après 2023, d'ici 2023, ça ne fait que 2 ans ou 3 ans. Moins de 2 ans d'ailleurs. Mais s'il va exercer cette voie de recours pour chercher coûte que coûte à sortir, je lui dis il ne va pas sortir. Mais si il va encore mordre la poussière. Si et seulement si il exerçait cette voie de recours après 2023, oui, je parie qu'il aura la chance. Dans son incarcération, vous le dites, est politique. L'enjeu, c'est 2023. L'enjeu, c'est 2023. Takizala, êtes-vous de cet avis? Non, mais mon compatriote doit comprendre que ce qui est gravissime, il est auxiliaire de la justice. Oui. Mais quand déjà un professionnel de la justice va tenir ce genre de propos... C'est un procès politique. Non. Il faut éviter ce genre des argumenteurs, en fait. Il faut avoir l'habitude de rationaliser les choses. Il faut penser plus à la République. Il faut être républicain. Que ce soit les idéologies politiques ou le camp politique, mais on doit être au centre. Il faut penser plus à redresser la République démocratique du Congo. Parce que c'est un redressement qui compte ici dans ce pays. Mais le vrai problème, mon compatriote est en train d'amener le calcul de Larry. Ça, c'est l'homme de Larry qui peut dire ça. Disant non, vous savez, tout ça, il y a quelqu'un derrière, or un professeur. Non, c'est un scientifique. Hein. Oui, mais on analyse. Oui. Notre analyse doit permettre que nous puissions avancer, mais notre analyse ne peut plus mettre le feu sur l'espace public. Parce que nous souffrons d'abord de la crédibilité de la République démocratique du Congo, parce que les uns et les autres, cette émission est mise sur YouTube. Il y a plusieurs États francophones au monde et plusieurs professionnels de la justice qui vont regarder cette émission. Nous devons faire attention de ce que nous disons, mon compatriote, parce que la République démocratique du Congo mérite mieux. La République démocratique du Congo ne peut plus continuer à une récréation perpétuelle. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas quelle est les nuances entre la politique et le pouvoir judiciaire, parce que la personne qui interpelle M. Kamerhe, vous n'avez pas toutes les pièces dans ces dossiers, c'est la justice congolaise qui a 2 pièces. Donc, si vous êtes la partie de la défense de M. Kamerhe, et que si vous avez des éléments neufs, ce qui est noble professionnellement, c'est d'apporter ces éléments. Non, il faudra attendre 2023, après 2023. Écoutez, sinon, il va encore mordre la poussière. Moi, je ne suis pas de ces avis-là. En fait, nous ne devons pas vouloir toujours le bonheur de votre côté, mais quand il y a ce qu'on vous reproche, vous dites toujours qu'il y a un sorcier. Non, nous sommes des humains, ça signifie qu'on doit accepter aussi si la pilule est dure. Alors, donc aujourd'hui... Il faut l'avaler, mais Maître est d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord, John. Non, Maître Michel, oui, vous allez réagir, mais on évolue aussi. On évolue, non, j'évolue. Vous allez réagir, mais j'évolue. Ça me permet aussi de jeter les ponts avec ce qui s'est passé. Permettez-moi de dire 1 minute quelque chose. Monsieur Mathieu, je vous dis ceci. Le procès 100 jours a été un procès médiatisé, avant même qu'il ne soit médiatisé ici. Ouais. Donc, pour que
opérateurs économiques sérieux, pour que les juristes avertis comprennent qu'il y a à boire et à manger dans notre justice, ça ne nécessite pas que nous soyons dans ce plateau de télévision. Ils ont compris, ils ont analysé les jugements de procès de 100 jours avant que nous ne venions ici. Mais j'aimerais vous dire encore une chose. Ça, je le réserve pour vous et pour nos téléspectateurs. Dans le procès de 100 jours, c'est les contrats conclus entre l'État congolais et la société Samibo avec la société Oussoua. Et des entreprises privées. Nulle non part, congolaises. Nulle part, Monsieur Mathieu, vous êtes scientifique. À attendre votre analyse sur le plan économique, je me suis dit, je suis devant un scientifique considéré. Mais nulle part, voulais-je dire, l'irrégularité dans les contrats n'amène au détournement. Nulle part. Lorsqu'il y a irrégularité du contrat, qu'est-ce qu'on doit faire? L'irrégularité du contrat nous amène d'abord à l'annulité du contrat. On devait d'abord commencer par saisir les juges civils pour qu'ils puissent annuler les contrats avant que les juges pénals ne soient saisis. Mais ici, on saisit les juges pénals pour détournement. Détournement? Mais le contrat n'est pas annulé. Jusqu'à présent, il n'y a pas l'acte, il n'y a pas un jugement qui annule les contrats intervenus entre les sociétés Sami, de Sami Djamal. Non, c'est l'acte. Oui. Il y a les contrats. Quels sont les modes qui interrompent les contrats? Les contrats étant soit résiliés, soit résolus, soit résignés par une décision judiciaire. Vous allez me dire que ce contrat a été résolu nulle part. Non. Peu importe. L'irrégularité, j'étais en train de vous dire, l'irrégularité contenue dans un contrat amène à sa nullité et non au détournement. Ok, maître, pas trop d'analyse technique aussi. Nous savons que vous êtes scientifique. Non, je donne un exemple. Mais je jette les ponts. Non, s'il vous plaît, on doit évoluer. Je jette les ponts avec ce qui s'est passé au Sénat. Ah oui. Ce qui s'est passé au Sénat, c'est toujours la justice. La justice, pouvoir judiciaire, cette fois-ci face au pouvoir législatif. Il était question de demander la levée des immunités de l'ex-premier ministre Matata Ponyo. Mais hélas, malheureusement ou heureusement, le Sénat a dit non. Juriste que vous êtes, votre lecture. Merci John, quoique vous avez interrompu le premier débat relatif non, on ne peut pas terminer ce débat. Peut-être il vous faudra être seul sur un plateau pour longuement en parler. Nous allons adresser cette demande. Voilà. Pour ce qui concerne les sénateurs Matata Ponyo, je me dis la démarche pour saisir la Cour constitutionnelle. Oui, les procureurs près la Cour de cassation. Oui, parce qu'il y a quelque chose, avant d'en arriver sur la démarche, parce que notre temps est gelé, nous sommes à la télévision, sinon j'aurais remonté. Non, vous voulez trop remonter. Cette fois-ci, je voulais comment ce procureur général près la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, n'était pas compétent. Ça, j'allais le dire. Non, mais c'est les procureurs. Non, ça, j'ai dit, j'allais le dire, mais je ne le dis pas. Il a demandé. Je vais répondre. Il s'est rebiffer rapidement. Non, parce que c'est les procureurs près la Cour de cassation qui, cette fois-ci, a fait sa demande. Non, pour les procureurs près la Cour de cassation, c'est une interprétation devant la Cour constitutionnelle. Je vais en arriver. Monsieur John, qu'est-ce qu'il y a avec la demande de la demande d'autorisation de poursuite contre les sénateurs Matata Ponyo? C'est une demande constitutionnelle. Oui. Faite par qui? C'est une demande constitutionnelle parce que la Constitution, dans cette disposition pertinente, je crois très bien, article 100, si jamais je ne m'abuse, de la 164 66. La demande de l'autorisation de lever, c'est 107 de la Constitution, donne le pouvoir au procureur général près la Cour de cassation de saisir les autorités de nos deux chambres parlementaires pour les cas qui, lorsqu'il s'agit du député ou du sénateur, de
lever ses immunités afin que ce dernier puisse comparaître un homme libre. C'est une demande constitutionnelle. Ce qui ne m'enchante pas, c'est le procureur général près quelle juridiction adresse cette demande. C'est ce qui ne m'enchante pas. C'est ce que je dis tantôt que M. John, je voulais faire une remontée. Non. Parce que, allons droit au but. S'il vous plaît, John, c'est important. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour nos téléspectateurs. La Constitution dit, il stipule que lorsque l'on veut poursuivre le Premier ministre, l'on demande non pas la levée des immunités, mais l'autorisation au père du Congrès. Là, c'est pour le Premier ministre. C'est pour le Premier ministre. Encore faut-il savoir en fonction ou un ex-Premier ministre. Ici, le Premier ministre, dans le vœu du constituant originaire, c'est là où j'en arrive. Oui. Dans le vœu du constituant originaire, l'on poursuit les premiers ministres en fonction. Ah oui. Parce que plusieurs constitutions qui ont précédé celle du 18 février ont consacré l'impunité du président de la République et du Premier ministre. Voilà pourquoi le législateur de 2016 a voulu que le président de la République en fonction et le Premier ministre en fonction puissent répondre lorsqu'ils commettent de faits mais rapidement. Mais néanmoins, ceux qui ne sont plus en fonction, mais les faits pour lesquels ils sont poursuivis, ils l'auraient commis quand ils étaient en fonction. C'est là où je voulais en arriver. C'est là où je voulais en arriver. Oui. Vous allez voir qu'avec cette disposition pertinente, si vous me permettez la lecture de l'article 166 de notre Constitution, il est stipulé ce qui suit. Le président de la République et le Premier ministre sont poursuivis par la Cour constitutionnelle. Mais avant que cette dernière ne puisse déclencher la poursuite contre soit le président de la République, il faut réunir les congrès. Il faut réunir les congrès. Mais dans le cas de l'ex-premier ministre, oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va réunir les congrès? C'est à vous de répondre. Non, on ne réunit pas les congrès. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en fonction et parce qu'ils ne sont pas poursuivables devant cette juridiction. Et vous allez voir que la Constitution, en sortie... L'ex-premier ministre n'est pas poursuivable devant la Cour. Il n'est pas justice. Comme ex-premier ministre. Oui, mais s'il avait commis l'action lorsque la Constitution parle dans l'exercice de sa fonction, ceci ne voudrait pas dire, après qu'il ne soit en fonction, déclencher. On demande au juge constitutionnel ainsi qu'à son procureur général de déclencher les actions aussi longtemps qu'ils sont encore en fonction. Vous allez voir que cette disposition est en sortie aussi. Donc vous voulez dire qu'on ne peut pas poursuivre Matata Ponyo pour les dossiers? Non, mais allons vite. Allons vite, maître. Je finis. Oui. Vous allez voir que cette disposition est en sortie des sanctions. Qu'on ne peut plus, dans le stade actuel, appliquer à Matata Ponyo. Qu'est-ce qu'on lui dit? La déchéance. Lorsque le Premier ministre est reconnu coupable, c'est la déchéance. Il est déchu de ses fonctions. Mais là, il n'est plus Premier ministre. Et non simplement ça, il y a tant d'autres sanctions. Mais il n'est plus Premier ministre. Quelles sont les sanctions que l'on va lui appliquer? Je ne dis pas que comme Premier ministre ayant posé des actes dans l'exercice de sa fonction, lesquels les actes sont répréhensibles par la loi congolaise qui ne peut pas être poursuivi. Mais il y a un juge naturel pour le moment. Oui, le juge naturel de Matata Ponyo, dossier Bukanga Lonzo Seki. Comme sénateur, les sénateurs sont poursuivis par la Cour des cassations. Mais il n'est pas poursuivi comme sénateur, maître. Il a commis. Il n'est pas poursuivi comme sénateur. Je vous donne un simple exemple. Oui. Le Premier ministre, l'ex-premier ministre Bruno Tshibala. Oui, Tshibala aujourd'hui va être poursuivi. Qui va être poursuivi? Oui, mais pour des faits lorsqu'il était Premier ministre. Pour des faits c'est son juge naturel. Il était Premier ministre. Oui. Au regard du taux de la peine. Donc il peut se retrouver devant les tripés. Il peut se retrouver devant les tripés. Si l'infraction qu'il a commise est répréhensible du taux. Alors qu'il avait commise comme étant Premier ministre. Je vous dis,
Monsieur John, croyez-moi, qu'il est répréhensible. On vous comprend. Devant ce juge-là. Katizala, je vous vois hocher la tête de gauche à droite. Vous n'êtes pas convaincu. C'est quand même un technicien qui parle, non? Maître, vous savez, il faut éviter de faire le public des privilégiés. Le fait, on reproche des gens, le fait, lorsque vous assumez le fonction. Mais il ne l'est plus. Non, John, c'est faux ça. Mais les anciens premiers ministres, oui. Regardez l'univers. On les sanctionne comme anciens premiers ministres ou anciens présidents ou anciens maires. Allons-y à Paris. Le procès de l'ancien maire de Paris, Jacques Chirac en personne. Les emplois fictifs. Le militant de RPR de l'époque, qui était payé par la mairie de Paris comme les agents à la mairie de Paris. Mais Jacques Chirac, après qu'il a quitté la fonction, on l'a poursuivi comme ancien maire de Paris. Mais qu'est-ce qu'on dit là? C'est pas normal. Mais nous ne sommes pas en France. Non, écoutez, oui. La science est universelle, mon compatriote. La constitution congolaise est copie conforme de la constitution française. C'est du copier-coller. Ben oui. C'est la même chose. Même le régime congolais, c'est le régime français. Semi-présidentiel. Avec le Parlement qui joue le rôle de pivot. Il ne faut pas faire comme si, parce que vous avez assumé les responsabilités, vous êtes devenu un dieu, donc lorsque vous êtes plus aux responsabilités, même vous avez tué les gens, on ne va pas vous poursuivre. Non, lui ne l'a pas dit. Non, ça... En tout cas, il ne l'a pas dit. Ça, c'est pour ça que vous voyez les erreurs qu'on a fait pendant 60 ans dans ces pays. Et ça se voit dans la rue. Ça se voit dans le terrain social et économique. Et même dans le terrain de l'avancement de la République démocratique du Congo. Parce que les uns et les autres pensent que le fils de devenir responsable, personne ne peut vous toucher. Non. Attends, je réponds, maître. Ça, c'est pas logique. Maître, gardons votre Je pense qu'en oui. tant qu'auxiliaire de la justice, notre compatriote doit comprendre que nous sommes sur l'espace. Non, maître, je vous repose la question. Il ne faut pas non, faire autrement, ce qu'il est en train de autrement. faire. Alors, que... les interprétations oui. qui se passent, je vous dis que les appareils judiciaires ont leur lecture. Ce n'est pas aux individus de venir ici et de dire que non, ils sont en train de faire. Parce que si il est fautif, le messieurs, voulu ou pas, les interprétations des appareils judiciaires va le faire. Monsieur John, non, laissez-moi d'abord vous poser une question. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi avancer. Parce que les premiers ministres et les présidents ont le même régime pénal. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange n'est pas président de la République. Voulez-vous dire aussi s'il va être poursuivi sur le plan pénal, on va tenir compte du taux de la peine, même si les faits, il avait commis lorsqu'il était président de la République, ils ont le même régime pénal, maître. Avant de répondre à cette question... Vous répondez à ma question. Avant de répondre à cette question, j'aimerais fixer nos téléspectateurs. Répondez d'abord à ma question. Non, parce qu'il y a une loi. C'est ce que pouvait nous amener dans un cheminement logique. Il y a une loi qui régit les statuts des anciens présidents de la République. Non, ça n'a rien à voir avec les statuts pénals. S'il vous plaît, oui. Monsieur John. Ça n'a rien à voir avec les statuts pénals. Les statuts pénals, c'est la Constitution. Le président Joseph Kabila, s'il devrait répondre aujourd'hui, oui. il ne va pas répondre comme le répondraient les premiers ministres honoraires. Pogno. Pourquoi? Encore moins comme le répondrait. Il y a une loi. Mais la loi n'a rien à voir avec les statuts pénals. Non, c'est la procédure. C'est la procédure. Il y a une loi qui organise la répression de ces derniers. Sinon, vous allez me dire qu'il n'a rien servi à notre pays. Non, mais ils ont les mêmes régimes. S'il vous plaît, je reviens. Pour que vous puissiez me comprendre, je dois dire à M. Mathieu que la France a la loi positive française. La constitution française n'est pas égale in extenso à la constitution congolaise. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le droit positif. C'est le droit qui s'applique à un moment. Voudrait dire que ce droit-là s'applique dans la limite de notre pays. Je finis. Monsieur Mathieu, pour ce qui concerne Joseph Kabila. On ne parle pas de Joseph. Non, c'est ma question. C'est ma question. La poursuite de ces derniers. Oui. Parce qu'il est président de la République. Je vous dis qu'il y a une loi qui organise la poursuite. Quelle loi? Quelle loi, maître? Mais ceci, quelle loi? Porteur statut. Ça n'a rien à voir avec les statuts pénals. S'il vous plaît, je finis.
Ceci ne voudrait pas dire que cette loi consacre l'impunité. Vous soutenez quoi, vous? De l'ancien. Qu'est-ce que vous? Pour moi, ce que je soutiens. Matata Ponyo ne devait pas être poursuivi. Matata Ponyo est poursuivable. Oui. Devant quelle juridiction? Devant quelle juridiction? Je dis la Cour de cassation. Parce qu'il est sénateur. Parce qu'il est sénateur. Le forfait a été commis. Quand vous lisez, il était sénateur le fait qu'on reproche. Il faut lire la Constitution. Il était quoi? Monsieur Mathieu. Mais il avait quel statut lors de la commission des faits? Ne jouons pas avec des mots. C'est pour cela que je vous dis. Ne jouons pas avec des mots. La Constitution. Il était quoi? Le fait. La Constitution. Le fait qu'on reproche au messier. C'est pendant qu'il était Premier ministre. Mais cette disposition constitutionnelle voudrait dire quoi? Oui. Il dit, dans l'exercice, quelque part là, en remontant, il dit, dans l'exercice de ses fonctions. C'est pendant ses fonctions. C'est pendant. Pour le latin, ils disent in, dans. Pendant qu'il est en fonction, si les faits là ont été commis. Mais on peut réaliser plusieurs années après. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, maître. Pendant qu'il est en fonction, peut-être que les faits infractionnels ne se sont pas encore manifestés. Et on réalise plusieurs années après, alors qu'il n'est pas en fonction, mais en réalité, c'était un fait infractionnel. Mais c'est un fait infractionnel, il y a des juges naturels pour ça. Mais ces juges naturels, c'est la Cour constitutionnelle pour le Premier ministre. La Cour constitutionnelle n'a fait que ces rejets de droits qui ne lui sont pas propres. Donc Tchibala aujourd'hui peut se retrouver devant les tripés, devant les TGI. Vous voulez vous complaire parce que Tchibala aujourd'hui se trouvait devant les tribunaux de paix. Admettons si Tchibala avait se divorcé. Alors il est poursuivi. Non, là il n'y a pas de problème. Mais il est poursuivi comme Premier ministre. Comme ancien Premier ministre. Voilà, les actes là. Il a posé dans l'exercice de ses fonctions. Mais pourquoi vous faites comme si vous ignorez ce que nous disons? Le fait qu'on reproche au messier, ce n'est pas comme messier tout le monde, mais c'est un ancien Premier ministre. Mais vous voulez nous amener triper. Qu'est-ce que ça va le faire là-bas? Est-ce que vous êtes convaincu avec moi que ce sont les actes de droit commun? Non. Ce sont les infractions de droit commun. Il a commis les taux de la peine. Il a commis les infractions du droit commun. Mais comme Premier ministre. Bien sûr, comme Premier ministre. Ah, bien sûr. Bien sûr, comme. Donc, pour comprendre la quintessence du libellé des articles de cette constitution, qui consacre la poursuite du Premier ministre et du président d'ailleurs. Il faut faire des analyses du préambule de notre constitution. Non, écoutez. Là, vous allez comprendre pourquoi le législateur congolais a voulu que les juges constitutionnels soient les juges pénals du président de la République en exercice de leur fonction. Donc, l'ancien président n'est pas condamnable. Si le fait... Je n'ai pas dit ça. C'est ça que je ne cesse de dire. D'après les maîtres, il a un statut particulier. Non. Il a un statut particulier. L'ancien président de la République a un statut particulier. Vous pouvez crier haut et fort. Maître. Je suis sûr que je ne suis pas là pour vous convaincre. Non, maître. Mais je suis là pour protéger maître, la loi. pour les cas sous examen, un instant. Pour Matata Ponyo, est-ce le procureur près la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation qui avait demandé l'autorisation de poursuite? Je dis tantôt parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est près la Cour constitutionnelle ou près la Cour de cassation? Qui a demandé les autorisations? C'est lui qui a demandé l'autorisation. Oui. C'est le procureur général près la Cour de cassation. Mais voilà, le problème est résolu. Pour que ces derniers soient déférés. Pour que ces derniers soient déférés où? Devant la cour de cassation. Là, on est tous d'accord. Mais oui. S'il est déféré devant la Cour de cassation, on est tous d'accord. Mais c'est ce qui va se faire. Mais si seulement si ces derniers une fois tenteraient de se roger d'autres pouvoirs pour juger. Donc vous voulez dire que une fois Matata Ponyo est nu, les procureurs près la Cour constitutionnelle peuvent les récupérer. C'est ce que vous craignez? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ça peut arriver comme ça? On a vu avec les dossiers que nous venons d'évoquer, les dossiers des caméras. C'est le procureur de Matete qui insulte le dossier fixé à la Gomé. Mais sur le plan politique... Et il vous évoque quel est le principe? C'est vrai, vous êtes juriste. C'est l'unicité. Non, mais vous êtes juriste. Mais sur le plan politique, l'avant-veille, le chef de l'État avait réuni les sénateurs, 85 au total. Il leur a demandé de ne pas faire obstruction à la justice. Mais... le vote a été sévère, Matata n'a pas été cédé. Pensez-vous que c'est une gifle, une douche froide pour Félix Tshisekedi? Non, ce n'est pas une gifle, mais parce qu'il ne comprend pas
et l'inspecteur général de l'IGF et le président de la République, de même qu'avec d'autres acteurs politiques, ne comprennent pas que cette phase de l'instruction au niveau de l'inspection générale des finances est inquisitoriale et secrète. Lorsqu'on divulgue les secrets, ça mène au protectionnisme des délinquants. Admettons qu'aujourd'hui, le sénateur Matata soit livré. Oui. Mais qu'est-ce que vous allez dire de la Troïka qui était toutefois tenue? Quelle Troïka? Sous Matata Ponyo. Oui. L'actuel président du Sénat était qui? Dans la liste est longue. Takizala, sur le plan politique, pensez-vous que l'union sacrée a été mise à rude épreuve? La politique est faite pas pour faire le statu quo, la politique est faite pour faire avancer la société. Ça signifie que chaque homme politique, un tribun politique, ne vient pas pour dormir, mais il vient pour travailler. Logiquement, aujourd'hui, l'horloge politique avance vite. République démocratique du Congo, je pense que le président Tshisekedi a bien analysé la société congolaise. Qu'est-ce qui bloquait? La société congolaise, d'un côté, a un paradoxe. Nous voyons une petite infime bourgeoisie Contador et de l'autre côté, une masse de la population qui est popularisée. Et parmi les ingrédients qui ont popularisé la population congolaise, c'est la mégestion, c'est des choses qui se font d'une façon pas catholique. Alors, logiquement, lorsque vous faites une alliance, par exemple, avec M. John Stengue, elle doit avoir les objectivités de la chose. Mais il ne suffit pas parce qu'on a fait des alliances et lorsqu'il y a des ratés et que l'alliance va continuer. Je crois que le président Tshisekedi est en train de faire son travail, mais tous les politiques qui ont été élus, c'est là où aussi nos compatriotes qui sont au Sénat ou au Parlement oublient qu'en 2023, les gens qui iront vers le peuple, ça ne sera pas uniquement le président Tshisekedi. Donc, ils ne peuvent pas rester bras croisés au lieu de travailler parce que l'opinion nationale est en train de voir. Parce que le peuple est asphyxié en ce moment. Le peuple veut un autre débouché. Le peuple ne veut pas du statu quo ou le privilégié dans la société. Il faut que la méritocratie sérégione revienne à la République démocratique du Congo. Je vous dis qu'en politique, si vous ratez une marche, vous risquez de rater 1000 marches. C'est ce qui se passe en ce moment. Ça signifie qu'on ne peut pas empêcher le vent d'avancement de la société congolaise et de rester avec des privilèges qui ne servent à rien et que cet État est enrayé. Il n'avance pas. Donc aujourd'hui, je pense que nos amis qui sont au Sénat et ceux qui sont du côté du Parlement doivent comprendre que la justice, on ne doit pas blaguer avec la justice, on doit laisser la justice faire son travail parce qu'au moment verdict du 2023, l'électeur qui est le vrai patron va condamner ceux qui sont en train de blaguer avec le pouvoir parce que le vrai détenteur du pouvoir, c'est le peuple. C'est le peuple qui a élu ces gens-là pour qu'ils soient au niveau des assemblées. Mais bizarrement, quand on arrive aux assemblées, on oublie le peuple, on attend uniquement le jour où les élections vont revenir avec des t-shirts. Qu'ils oublient leurs t-shirts en 2023. Parce qu'en 2023, ça doit être des programmes. Parce que c'est sur la base des programmes qu'on va élire des individus. Parce que la cité, c'est la ruine. La cité aujourd'hui, les gens ne bougent pas. Les entreprises n'avancent pas. La communauté n'avance pas. Mais quasi uniquement, les gens viennent pour construire des ponts. Le pont, ce n'est pas un politique qui le construit. Le pont, c'est tout un système qu'il faut mettre sur place. Mais bizarrement, c'était aussi votre conclusion. Donc, c'est pour ça que nous disons qu'ils doivent faire attention. Ils pensent que l'affaire, c'est uniquement M. Tshisekedi, mais l'affaire, toute politique qui a eu un mandat en 2018, il doit comprendre que le peuple est en train de voir et tous ces erreurs-là doivent finir. Votre conclusion. Je crois que ce débat ici ne peut jamais se terminer, ça va se poursuivre certainement. Le mot de conclusion sont que le premier juge qui ont jugé Vital Kamerhe, dans leur décision, il y a eu l'insuffisance des motivations, ce qui conduit à l'absence des motivations. Tout juriste averti comprend lorsque le jugement n'est pas suffisamment motivé, quelles en sont les conséquences. Pour ce qui concerne le sénateur Matata Ponyo, je ne dis pas qu'on ne peut pas le poursuivre pour avoir commis des infractions procédural. Mais je dis qu'il s'agit de quels les juges. La question que je me pose, c'est devant quels juges. Est-ce que c'est devant les juges constitutionnels ou c'est devant les juges de la cassation? Lorsqu'il s'agit de juges constitutionnels, je me dis que
c'est s'arroger la compétence que la Cour constitutionnelle n'en a pas au regard des dispositions constitutionnelles. En outre, sur le fait politique de la même poursuite du sénateur Matata Ponyo, je dis que ceci a des répercussions hautement politiques, lesquelles répercussions amèneraient d'autres personnes. Il ne faut pas ouvrir une brèche. À être rappelées par la même justice. Merci beaucoup, maître Michel Kayongo. C'est un débat à suivre. Certainement, on va vous retrouver tout prochainement, n'est-ce pas? Merci d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes analyste politique et beaucoup plus scientifique. Merci beaucoup. Merci. De l'autre côté, l'entrepreneur congolais Mathieu Takizala. Merci de vous. Je vous remercie, cher John. Je remercie le co-débatteur. Il doit comprendre, nous sommes au XXIe siècle. Le XXIe siècle. Merci à vous. Rediffusion, c'est mardi à partir de 11h. Retrouvez-moi dans une nouvelle édition des pièces contre pièces avec les mêmes réels plaisirs. Le lundi prochain, même heure, même chaîne.